Le 6 et le 9 août 1945, le Japon était frappé par 2 bombes atomiques, à Hiroshima et à Nagasaki, provoquant la reddition de l'empereur face aux Alliés et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet événement, l'un des plus marquants de l'histoire contemporaine, a profondément marqué le pays du soleil levant et inscrit un traumatisme indélébile dans les consciences du peuple japonais. Devenu profondément pacifiste, le pays renoncera à la guerre jusqu'à inscrire dans sa constitution qu'il ne pourrait disposer d'un potentiel de guerre et se limiter ainsi à une armée d'autodéfense ne disposant d'aucune capacité de projection. Sous l'égide des Américains, avec qui le pays signera une alliance bilatérale de sécurité en 1960, le pays deviendra complètement dépendant militairement et ne s'immiscera plus dans aucun conflit armé jusqu'à aujourd'hui. Cette tradition, elle semble inéluctablement toucher à sa fin. L'armée japonaise pourrait bien renaître et prendre une place plus importante sur la scène géopolitique dans les prochaines décennies. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Bienvenue sur Polytips, et aujourd'hui on va tenter d'expliquer pourquoi et comment le Japon compte se remilitariser, notamment pour faire face aux géants russes et chinois. Le 22 avril dernier, le Parti libéral-démocrate, actuellement au pouvoir, a soumis au gouvernement une proposition de révision de certains documents de défense et de diplomatie, ce qui risque de modifier profondément la politique internationale et la stratégie de défense du Japon pour les prochaines années. Ces changements sont en fait issus d'une volonté politique amorcée déjà depuis plus de 10 ans sous Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre, et traduisent une volonté grandissante chez une partie du peuple japonais de mettre fin à ces décennies de pacifisme. On le voit sur ce graphique, les dépenses militaires du Japon n'ont fait que s'accroître ces dernières années. Cela se manifeste notamment par la mutation de son armée, aujourd'hui appelée force d'autodéfense, en une armée capable de déployer des forces de projection. Cela s'est illustré par la transformation actuellement en cours de son porte-hélicoptère JS Izumo en un porte-avions capable d'embarquer des avions de combat F-35B ou le renforcement de la recherche sur le projectile glissant hypervitesse afin de protéger les îles les plus éloignées de l'archipel et plus largement par un renforcement militaire global dans les secteurs les plus classiques comme les flottes terrestres, marines ou aériennes, mais aussi dans des domaines qui projettent l'armée dans une stratégie de long terme avec un renforcement des capacités de communication satellite, de cybersécurité et de radars d'interception. Ces mesures sont détaillées dans le programme de défense du Japon publié l'année dernière. Tokyo annonce aujourd'hui une augmentation du budget militaire qui doit passer de 1 à 2% du PIB, se rapprochant ainsi d'autres pays de l'OCDE comme la France. Cette remilitarisation ne signe tout de même pas la fin du partenariat avec l'oncle Sam, le Japon n'ayant jamais été aussi proche des États-Unis du fait de l'antagonisme toujours plus important entre le bloc américain et le bloc sino-russe, renforcé par la guerre en Ukraine. Du coup, parlons-en de ses voisins. C'est en fait la raison principale qui pousse le Japon à renforcer son armée. D'abord la Chine, qui, on le sait, souhaiterait reprendre Taïwan dans le cadre de sa politique d'une Chine unique. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet d'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo en description. Le Japon se montre dans ce cadre plus proche de Taïwan qu'il ne l'a jamais été et voit les ambitions de Pékin comme un désir d'impérialisme et comme un moyen d'empiéter à la souveraineté d'un État démocratique. Outre le conflit face à Taïwan, le Japon est inquiet de la montée en puissance de son voisin chinois et préfère être prêt à se protéger, bien que la Chine n'ait pour le moment pas manifesté la volonté de quelque attaque que ce soit contre le Japon. Il y a, au-delà de la Chine, un autre de ses voisins vis-à-vis duquel le Japon nourrit des inquiétudes. Moscou. Sauf que dans ce cas, il y a un réel conflit territorial entre les deux pays. Je rappelle que la Russie s'étend jusqu'à l'océan Pacifique et est donc très proche géographiquement du Japon. Si proche même que les îles situées à la pointe sud de l'archipel dite des Kuriles, c'est le nom que leur donnent les Russes, n'est qu'à quelques kilomètres des côtes japonaises. Cependant voilà, les îles appartenaient pendant longtemps au Japon, qui les a perdues à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre des protocoles de Yalta. Sauf que Tokyo revendique à présent ces îles, ayant même accusé la Russie de les occuper illégalement. Un comportement très hostile et qui souligne la peur liée aux événements survenus en Ukraine.
Tokyo ayant décidé de soutenir l'Ukraine, la Russie a immédiatement cessé les négociations entamées en vue de trouver un compromis concernant ces îles et a répondu aux autorités japonaises en effectuant des manœuvres militaires non loin des îles Kuril et en mer du Japon. La tension monte et le Japon souhaite donc faire également face à ce qu'il estime être une menace. Bon, on le comprend, le Japon veut se remilitariser, mais au-delà de tout ça, comment décrypter le comportement d'un pays qui est devenu entièrement pacifiste ? Il faut bien comprendre que les accusations tenues contre la Russie soulignent une attitude plutôt offensive et que dans le contexte actuel, les mots comptent. On peut donc se poser la question, est-ce qu'au fond le pays souhaite devenir un pays actif et autonome militairement qui pourrait se lancer dans une guerre avec un de ses voisins ? En fait, il n'y a pas de réponse. Pourquoi ? Parce que les Japonais eux-mêmes ne savent pas répondre à cette question de manière unanime. Comme je l'ai dit, cette volonté de se remilitariser est partagée par une part grandissante de l'opinion publique, mais se confronte aussi à des réserves, notamment chez les populations les plus jeunes. Au sein du gouvernement, le parti au pouvoir est favorable à un renforcement de l'armée, mais lui-même joue avec les mots en désignant par exemple la future armée comme une force de contre-attaque. On voit les craintes quant à une guerre être exacerbées par la montée des tensions entre les blocs du nouveau monde multipolaire et le peuple japonais, complètement assisté par les États-Unis militairement, se voit comme la cible régionale des pays rivaux de Washington. Mais on peut se demander si les Japonais ne surestiment pas le danger et s'il n'y a pas finalement un décalage entre les mesures annoncées et les termes utilisés par le gouvernement, qui parlent tout de même d'une augmentation de moyens sans précédent, et des menaces d'invasion qui restent assez peu probables. La Chine ou la Russie n'auraient aucun intérêt à envahir le Japon à l'heure actuelle. On peut même se demander si tout cela n'est pas un moyen pour le parti au pouvoir d'instrumentaliser ses peurs afin de reconstruire un pays autonome militairement sur le long terme et de se détacher définitivement de sa tradition pacifiste. Alors bien sûr, je ne dis pas que le Japon a tort de s'inquiéter, je m'interroge simplement sur les mesures annoncées et si elles ne sont pas disproportionnées, et si finalement le pays ne souhaiterait pas en fait tout simplement être plus indépendant sur le long terme. Voilà pour moi, donc je vous rappelle que je traite sur cette chaîne de géopolitique et de conflits mondiaux plus globalement, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, peut-être on sait jamais où vous trouverez chaussures à votre pied. Allez, je vous revois vite.